Donc, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des incubateurs des startups pharmaceutiques, l'émergence d'une innovation made in Africa. Parce que ça bouge sur le continent, veut pas, ça avance, pas comme on le veut, pas comme on le souhaite, mais les choses évoluent. Donc, il y a des choses qui se passent dans les quatre coins de ce continent africain. Donc, nous allons essayer de parcourir tout ça de façon sommaire en une heure et voir quels sont les tenants et les aboutissants et qui sont ces startups-là, où ils se trouvent, etc., etc. Donc, euh, avant d'aller dans le vif du sujet, Bernard, comme vous êtes habitué à notre chaîne, nous allons passer nos déclarations. Bien vouloir noter que cette activité de webinaire de partage est sous la responsabilité de Mivado Global Performance et que Mivado Global Performance détient tous les droits d'auteur sur le contenant et le contenu, c'est-à-dire les diapos, la vidéo, etc. Et aussi, nous partageons ces informations grâce à Kossi Mollet, qui est votre serviteur euh, qui est en même temps chimiste et certifié Lean Six Sigma, certifié Project Management Professional, qui est le gestionnaire senior de Mivado Global Performance quant à ce qui concerne l'ingénierie et puis l'opération, l'excellence opérationnelle et puis manufacturière. Donc, euh, voilà les mots que je voulais avancer par rapport aux droits d'auteur. Donc, ici, si vous avez des questions, etc., vous pouvez les adresser soit directement dans le chat ou alors nous envoyer un courriel, c'est-à-dire un mail via mivado à commercialmivado.com. Cela me ferait plaisir de vous répondre. Donc, voilà. Qui est Mivado Global Performance? Ça, je vais vous laisser découvrir. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous sommes dans la réingénierie des solutions et services. Donc, c'est une agence de consulting et de management de gestion, comme on dit, mais dans le domaine pharmaceutique, agroalimentaire, produits de santé naturelle, les cosmétiques et puis les instruments médicaux. Donc, on et étale nos activités dans ces domaines-là pour apporter du support et faire avancer les entreprises manufacturières dans le domaine. Donc, nous offrons des solutions de qualité, de conformité, de validation. Nous faisons la revue périodique aussi des installations. Nous préparons les acteurs ou les producteurs aux audits ou aux inspections réglementaires. Nous pouvons intervenir au niveau de l'optimisation des procédés des produits et la toute nouvelle, c'est la transformation digitale et la transformation numérique qui nous est très chère aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, nous allons passer un court extrait de ce que nous offrons en vidéo, puis je vous reprends. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc, voilà, vous voyez que ça ne dure pas du tout longtemps, donc c'est appréciable. Je vais profiter pour lancer mes appels et puis donner quelques informations sur nos prochaines activités. Donc, comme vous le savez, les 29, 30, 31 octobre 2025 à Lomé, au Togo, aura lieu notre prochain atelier de formation. Hands-on, comme les Anglais aiment le dire, c'est-à-dire c'est pratico-pratique. Ce ne sont pas des discussions en l'air, mais des choses que vous devez mettre en pratique immédiatement, donc des connaissances, des pratiques, comment ça se passe dans l'industrie au niveau des transferts de technologie, comment on appréhende ce phénomène-là, cette activité de transfert de technologie. Donc, c'est à Lomé les 29, 30, 31 octobre 2025 ou alors en ligne. Ça va être hybride, comme on dit, donc en ligne
et en présentiel. Donc, il y a encore de la place, soit en ligne, soit en présentiel. Donc, vous êtes tous conviés donc, à participer à cette formation, à cet atelier de formation. Donc, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous aider. Ça va être la troisième édition cette année. Donc, nous vous attendons en grand nombre. De l'autre côté, nous avons sur notre site web des auto-formations, c'est-à-dire des formations que vous pouvez prendre par vous-même et suivre le cursus web dans vos salons, etc., quand ça vous plaît. Donc, et à la fin, il y a des questionnaires ou des quiz que vous devez répondre, des tests de connaissances, comme on les appelle, et qui vous permettra d'avoir un certificat en bonne et due forme, parce que nous sommes aussi des formateurs agréés. Vous voyez, donc, nous délivrons des certificats de formation qui vont servir dans le domaine dans notre domaine pharmaceutique, donc qui sont reconnus et qui vont vous permettre d'accroître votre visibilité au niveau des emplois et des stages. Donc, vous êtes appelé aussi à participer à cela. Un dernier élément, c'est notre prochaine formation. Cette fois-ci, c'est une formation en ligne uniquement sur Zoom, sur ce que nous appelons l'utilisation et les réglementations donc, des excipients dans les médicaments. Donc, c'est une formation d'une journée qui va s'occuper uniquement des excipients qu'on retrouve dans les médicaments. Ok. Les excipients sont différents des ingrédients pharmaceutiques actifs. Donc, pourquoi les excipients? C'est quoi leur action? C'est quoi leur activité? Quelles sont leurs propriétés, etc. C'est quoi leur nature? On va regarder tout ça, mais en détail pour ceux qui aiment la formulation, ceux qui veulent développer des produits, etc. Donc, c'est l'occasion d'acquérir toutes ces connaissances-là pour vos prochaines activités ou vos prochains projets. Donc, voilà nos informations que nous voulons faire passer rapidement. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les, les incubateurs et les startups pharmaceutiques, donc l'émergence d'une innovation made in Africa. Euh, Comme sous-titre, j'ai mis une dynamique locale pour transformer le secteur pharmaceutique africain. Ici, c'est une présentation qui va explorer, je dirais, l'essor des incubateurs et startups pharmaceutiques en Afrique. On va mettre en lumière leur rôle dans le développement d'innovations adaptées aux besoins locaux. Nous verrons aussi comment ces acteurs dynamisent le secteur, les défis qu'ils rencontrent et les opportunités à saisir dans ce domaine en pleine expansion. Alors, c'est quoi le menu? Nous allons commencer par un panorama donc, de l'innovation pharmaceutique en Afrique, puis on va analyser les enjeux et opportunités pour les startups. Ensuite, nous aborderons les défis majeurs rencontrés, présenterons des études de cas de réussite avant de conclure avec des conseils pratiques pour innover efficacement dans ce secteur. Le premier volet, panorama de l'innovation pharmaceutique en Afrique. Pourquoi? Parce que je veux présenter l'évolution historique du secteur pharmaceutique en Afrique, en insistant surtout sur l'émergence récente des incubateurs qui stimulent cette dynamique. Nous allons identifier ce que j'appelle les principaux acteurs et écosystèmes qui façonnent aujourd'hui l'innovation locale. Parce qu'il y a de l'innovation locale. Veut pas, le monde évolue, l'Afrique évolue, le domaine pharmaceutique aussi évolue en Afrique. Donc, il faut suivre le pas. Au niveau du contexte historique et évolution récente, il est à noter que l'innovation pharmaceutique en Afrique
s'est longtemps heurté à des obstacles structurels. Donc, ces obstacles sont d'ordre historique, évidemment. OK? Donc, ce sont des difficultés structurelles persistantes à travers toute l'Afrique. Hein. Ce n'est pas seulement au Sénégal, au Bénin ou au Togo ou en Côte d'Ivoire ou au Mali. Donc, partout en Afrique, ce sont les mêmes, quasiment obstacles structurels. Donc, ça freine, n'est-ce pas, l'évolution ou l'émergence des startups, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec le développement des technologies, là, des nouvelles technologies, on voit que beaucoup de jeunes s'aventurent et innovent et démarrent des projets qui sont parfois des projets très intéressants, mais viables, qui sont peut-être viables aussi, parce que ça prend du support, ça prend des financements, ça prend un encadrement, ça prend un coaching pour pouvoir structurer ces idées, bien développer ces idées et mettre les idées en pratique et les mettre finalement sur le marché. Mais toutefois, ces dernières années, l'innovation pharmaceutique va connaître un regain d'activité grâce à un contexte plus favorable avec une prise de conscience accrue et des investissements ciblés dans la recherche et le développement. Vous voyez? Donc, ce sont des éléments pas à pas, on voit nos besoins. C'est pas qu'on ne les connaît pas, on ne les appréhende pas, mais aujourd'hui, c'est criant, même avec la crise de Covid, on a vu comment l'Afrique s'est retrouvée au banc, tout à fait derrière le dernier banc de la classe, parce que tous les autres se sont servis en vaccin et l'Afrique, c'est à peine on a eu des vaccins pour se soigner. Donc, il faudra que nous, au niveau de l'Afrique, nous réfléchissons à cela, que nous pensons à développer le domaine pharmaceutique aussi en Afrique. Donc, est-ce que c'est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard, dit-on. Donc, il faut se lever, retrousser les manches et puis avancer. Alors, quels sont les, je dirais, les rôles au niveau des incubateurs dans le dynamisme du secteur? C'est-à-dire que pourquoi ça prend des startups, pourquoi ça prend des incubateurs, etc., etc. Partout dans le monde, une idée peut germer et on a besoin d'accompagner ces idées-là, c'est-à-dire depuis la pensée logique jusqu'à la commercialisation. Et c'est ce que fait un incubateur. L'incubateur dit, OK, viens, j'ai une structure en place, j'ai un peu de financement, je peux t'aider à matérialiser tes idées, à formaliser tout le plan d'affaires et à te permettre de développer l'idée, de faire des prototypes et puis de commencer par voir quels sont les acteurs qui seraient intéressants dans le domaine et après lancer ton produit. Donc, les incubateurs sont là pour aider. OK? Normalement, on n'a rien à payer à un incubateur, à moins que ce soit une entente particulière. L'incubateur va exiger quelques éléments en échange, mais pas la totalité donc de vos projets. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'associer à ces ou d'aller voir ces incubateurs-là pour se faire aider. La dernière fois, je disais en discutant dans un groupe de discussion, de développement de projets, que la plupart de nous avons une vision très large et globale de la chose. En réalité, et on veut aller vite. On veut aller vite, donc on se voit de diriger peut-être une super structure à la Elon Musk ou alors à la Jeff Bezos ou Zuckerberg de Facebook. Mais non, ces gens-là, ils ont commencé où? Dans leur garage ou au banc, sur les bancs de l'école. Donc, c'est une étape à la fois. Il faut bâtir son empire. Un empire ne descend, ne naît pas ne descend pas du ciel. Un empire se bâtit par des individus, un à un, on les prend, on les associe, etc. C'est pareil avec les entreprises. Alors, si vous avez une idée, ne pensez jamais que par baguette magique, vous allez devenir riche tout de suite. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de sérieux là-dedans avant
de faire croître son idée et d'avoir aussi du support. OK? Donc, ça prend de l'accompagnement dans un premier temps et c'est ce que l'incubateur fait, va offrir tout le soutien nécessaire, des ressources aussi, coaching, mentorat, peu importe tout ce que vous voulez, pour pouvoir encadrer les jeunes, les entrepreneurs. Ensuite, l'incubateur facilite aussi l'accès au marché, ce qui est important parce qu'on veut vendre notre idée, on veut vendre notre produit. Et l'incubateur va permettre d'accélérer notre projet, notre innovation en fait. Donc, c'est très important de voir dans ce milieu-là à cotiser ce que nous appelons les incubateurs. Euh, il y en a plein en Afrique. Il y en a qui se développent, il y en a qui naissent, qui meurent. Parce que, bon, un incubateur sans incuber, donc ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir la structure en place, mais s'il n'y a pas des gens qui développent des innovations, votre, votre, votre centre d'incubation ne servira pas à quelque chose. Donc, c'est ça, ça veut dire. Alors, quels sont les principaux acteurs et écosystèmes émergents? Donc, nous savons que euh, divers hubs d'innovation et clusters se développent dans plusieurs pays africains, ok, notamment au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, même au Ghana et dans le Maghreb aussi, il y en a plein qui stimulent la croissance économique régionale. Donc, c'est important de le souligner. OK? Et il faut le savoir aussi. Donc, ensuite, nous avons ce que nous appelons la collaboration multisectorielle. Pourquoi ça prend cette collaboration? Euh, Parce qu'on doit se soutenir les uns des autres. Ça prend une association des startups ou des incubateurs ou enfin nommer les des producteurs pharmaceutiques, tout ce qu'on veut, comme les autres métiers, les autres domaines. Donc, il faudra que les gens se soutiennent mutuellement. On dit seul, euh, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, c'est ça. Donc, il faut mettre ça en pratique. Ensuite, ça prend des clusters pharmaceutiques. Des clusters spécialisés accélèrent la recherche et le développement pharmaceutique. Et ça, on l'a vu par expérience dans d'autres pays. C'est ce qui s'est passé. Je ne dis pas de copier les yeux fermés ce qui se passe dans d'autres pays, mais au moins aller voir et venir implanter un modèle qui sera adapté au contexte africain, tout simplement. Donc, c'est ce que les Indiens ont fait, les Indiens d'Inde ont fait, c'est ce que les Chinois ont fait. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont parmi, non, pas, même pas parmi, ils sont les premiers au monde avec leur technologie, l'IA et consorts, etc. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut s'en sortir avec une collaboration multisectorielle. Donc, c'est un élément, c'est un enjeu important à savoir. Dans ce cas, quels sont les enjeux et opportunités pour les startups pharmaceutiques africains? OK? Euh, Quand on parle des startups, etc., il faut d'abord voir quels sont les défis sanitaires spécifiques à nos régions. Quelles sont les opportunités de financement et de partenariat dont nous disposons, ainsi que l'importance de valoriser la recherche locale et le savoir traditionnel pour créer des solutions innovantes et pertinentes. Souvent, en Afrique, on a tendance à croire que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur, alors qu'on a des richesses inestimables sur place, on a des talents, on a quoi encore? Le soleil, d'abord. Donc, on a, je veux dire, on a des ressources naturelles qu'on peut travailler. On a les hommes des métiers, on a presque tout. Et on peut développer la plupart des choses en Afrique sans toutefois importer d'autres pays, etc. Mais bon, la nature étant ce qu'elle est, on fait avec. Sinon, il y a beaucoup d'opportunités, je veux dire, en Afrique. OK? On ne peut pas se le cacher non plus. Euh, il y a des opportunités. Mais par contre, au niveau
de la santé ou dans le domaine médical, euh, il y a aussi beaucoup de défis à relever. OK? Par exemple, les maladies infectieuses critiques. Aujourd'hui encore, on se bat dans la plupart des pays de savane ou subsaharienne contre certaines maladies qu'on n'a jamais éradiquées. Ça, c'est un. De deux, pour peut-être certains vaccins et maladies qui sont d'ordre tropical, nous dépendons encore de l'extérieur, c'est-à-dire l'Afrique n'est pas capable de produire sur place les médicaments contre les maladies tropicales qu'on a sur place. Et ça, c'est très grave. Vous voyez, on ne peut pas parler de souveraineté dans ce cas-là. On peut tourner autour de la Terre 10 fois. Lorsqu'on dépend de quelqu'un d'autre, c'est sûr que on n'est pas souverain, on n'est pas libre de ses actions. Okay? Donc, c'est important que les startups ciblent ces maladies infectieuses. Ça peut être peut-être rare, ça peut être critique, etc., afin de réduire leur impact sur la santé publique. C'est important ça. Bon, encore faudra-t-il qu'on ait des hôpitaux bien construits, bien aménagés sur place. Ça, c'est un. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la gestion des maladies chroniques. Okay? Les maladies chroniques et les accès limités aux soins. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toute la population en Afrique qui a accès aux soins. Déjà que la plupart de ces populations vivent dans des campagnes et que les campagnes sont isolées, ne sont pas bien desservies. Donc, il se peut et il est quand même noté que certaines populations, les populations surtout rurales, n'ont pas accès à, à des hôpitaux ou à des soins, que ce soit n'importe quel soin, donc à une couverture sanitaire, je veux dire, pour résumer. Donc, une compréhension fine de ces besoins est essentielle pour développer des produits efficaces et adaptés. Vous voyez? Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est pas qu'il n'y a pas d'enjeux. Les enjeux sont là, tout est là. On va te dire, mais oui, mais ça prend du soutien financier. Effectivement, je ne dis pas non, mais en même temps, ça prend aussi les idées. Il faut mettre les idées en place d'abord, avant un projet en place, avant de chercher le financement. Donc, ça ne peut pas être le contraire. Tu peux pas aller dire, donnez-moi de l'argent, je vais faire du projet. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord avoir le projet et maintenant, aller solliciter des collaborateurs, aller solliciter de l'aide financière, aller faire un emprunt, etc., pour soutenir les activités du projet. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il n'y a aucun investisseur qui veut donner de l'argent pour rien. Donc, les investisseurs sont là aussi pour faire du profit. Alors, si ils doivent d'abord étudier le projet, voir que c'est rentable, c'est viable d'abord, et puis c'est rentable. Si les deux critères-là sont remplis minimalement, donc il y a possibilité d'avoir, et que vous êtes solvable, bien sûr, il y a la solvabilité donc de la personne qui demande les sous. Donc, on peut vous donner de l'argent et on veut voir comment est-ce que vous gérez les sous parce que l'argent qu'on va vous donner ne doit pas servir à autre chose que le projet. Donc, il faut faire attention à tout ça et savoir que c'est comme ça que ça marche et monter ses affaires en toute conscience. Vous voyez? Donc, c'est ça. L'autre élément qui rentre en jeu, c'est l'aspect financier, c'est ce que je viens de dire tout simplement. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un partenaire stratégique ou des partenaires stratégiques. C'est toujours un succès, un franc succès ou alors un must, comme disent les Anglais, avoir un partenaire stratégique ou des partenaires stratégiques pour accompagner le projet, donc pour accompagner les startups. Donc, l'accès au fonds reste un enjeu majeur. OK? C'est sûr que les startups bénéficient de plus en plus de programmes d'investissement dédiés, tout en s'appuyant sur des partenaires avec des institutions financières. OK? Ces institutions financières, souvent dans nos pays ou en Afrique, vont travailler directement avec le gouvernement. Donc, il y en a très peu, en tout cas, pas beaucoup, qui vont travailler directement avec les partenaires, avec les startups directement. Sinon,
la plupart des incubateurs sont quand même en contrat ou en relation avec ces investissements privilégiés ou dédiés. OK, donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer donc des bonnes personnes. Il faut aller voir un incubateur pour se faire aider, pour se faire accompagner. Donc, on peut aussi s'appuyer sur les partenaires, c'est-à-dire sur les institutions internationales, mais ça, c'est plus compliqué parce qu'une entreprise locale, un start-up local ne peut pas aller, peut, mais ça va être difficile de voir directement une institution internationale comme la FAO, la Banque mondiale, tout ça là pour dire je veux du financement. Ça, oubliez ça, ça n'arrivera pas, puisque ces institutions-là travaillent avec les gouvernements et non avec les individus. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais par contre, ce que le startup peut faire, c'est d'aller voir des ONG peut-être locales qui ont pour peut-être mission d'aider les jeunes entrepreneurs, les jeunes startups. Ça, oui, on peut le faire et essayer de tomber sur une bonne ONG qui pourra vous accompagner, avec qui vous pouvez faire affaire. Ça, c'est toujours quelque chose de bien à réaliser. Donc, sinon, l'autre façon de faire, c'est c'est d'aller avec ses fonds propres, tout simplement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, justement. Donc, voilà. Mais nous, en tant qu'Africains, je crois que nous devons avoir en tête, au niveau des enjeux et des opportunités, que nous avons une richesse locale traditionnelle. Donc, que nous devons valoriser euh, nos richesses traditionnelles. Ça, c'est un. De deux, nous avons beaucoup d'universités. Bon, beaucoup. Chaque pays a au moins une université en Afrique. Donc, je sais qu'il y a des études ou des recherches qui se font. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller mettre en valeur ces recherches-là, ces recherches universitaires. Il y en a qui font leur thèse de doctorat ou qui font leur maîtrise, le rapport de maîtrise, ou alors, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire au niveau des écoles des ingénieurs. Ils font aussi des thèses, etc. Donc, souvent, on va travailler sur des éléments précis. Donc, tout ça, dorment dans nos bibliothèques et dans les universités. Donc, il faut aller réveiller tous ces éléments-là et les questionner. Qu'est-ce qu'on peut matérialiser? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet commercial à partir de ces recherches? Tout ça, ce sont des valorisations qu'il faut apporter donc aux recherches locales et du savoir-faire traditionnel. Vous allez voir que dans la plupart des pays d'Asie du Sud, Est surtout, euh, ce sont des gens qui ont perpétué la tradition et qui, aujourd'hui, grâce à cette tradition, font des miracles. Ils vont produire des articles, des produits de consommation, etc., que même les Européens ou les Américains iront chercher pour vendre chez eux. Vous voyez? Donc, il y a moyen de faire ça en Afrique aussi. Et je ne crois pas que c'est difficile de le faire. Donc, il faut juste soigner l'image, soigner le produit et présenter des produits de qualité tout simplement. Et en pharmaceutique, on peut y arriver. Donc, le recours au savoir-faire traditionnel et à la recherche locale euh, permet de développer des produits innovants, souvent plus accessibles et culturellement acceptés, renforçant ainsi l'appropriation locale des solutions pharmaceutiques, vous voyez. Donc, c'est aussi clair que ça. Un autre volet donc de notre live de jeudi qualité du jour, c'est les défis majeurs rencontrés par les incubateurs et startups pharmaceutiques africains. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que il y a toujours des défis hein, dans toute chose. Il y a des problèmes, il y a je veux dire juste des défis qu'on doit relever. Peu importe ce qu'on on entame comme activité ou défi. Il n'y a rien qui roule comme sur des patins en roulette. OK? Ça, il faut être honnête avec les gens. Dans toute chose, il y a des parts de difficultés. OK? Donc, c'est ce que nous allons voir avec cette session qui va mettre en lumière les contraintes réglementaires, par exemple,
ou alors les difficultés liées à la formation et au développement des compétences. OK? C'est pour ça que Mivado Global Performance s'est mis sur lui d'offrir ce webinaire gratuit pour la communauté, pour soutenir ceux qui nous suivent, parce que ça prend des connaissances. Vous n'avez pas de connaissances adéquates, vous ne pouvez pas faire. Avoir la connaissance, ce n'est pas nécessairement aller à l'université, hein. Parce que je sais que dans nos souvenirs africains, tout le monde pense que avoir la connaissance, c'est aller à l'école. C'est pas vrai, hein. Donc, la connaissance euh, peut s'acquérir de plusieurs façons. OK. Donc, il n'y a pas que les écoles et puis les universités officielles, là où modernes, qui procurent la connaissance. Donc, il y a la tradition, il y a la tradition orale. euh, donc, on lègue la connaissance dans la famille, de père en fille, de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, etc., etc., ou de famille en famille, de génération en génération. Il y a des connaissances qui s'acquièrent comme ça. Donc, il n'y a pas que l'école qui forme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Donc, mais je dis tout simplement que la connaissance peut s'acquérir n'importe où et n'importe quand, avec n'importe quel moyen. OK? Donc, c'est très important de le noter. Donc, avoir la compétence et on va voir aussi c'est quoi les défis au niveau des infrastructures qui freinent le développement optimal donc, des startups pharmaceutiques. Pour ça, on va d'abord voir la réglementation, je vais dire comme ça, pour ne pas dire la régulation, les propriétés intellectuelles et environnement juridique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, c'est souvent, on a tendance à copier le voisin. Bon, moi, j'ai rien contre le fait de copier. D'ailleurs, j'encourage cela. Si vous copiez, il faut bien copier. Sinon, il faut même améliorer ce que vous avez copié. Faut pas copier et être médiocre. Ça, il faut l'enlever, il faut bannir ça. Si vous voulez copier, copiez exactement ce qui est fait. Si vous ne voulez pas faire exactement ce que vous avez copié, vous pouvez l'améliorer à être mieux, être meilleur que ce que vous avez copié. C'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont copié, mais aujourd'hui, ils sont devenus meilleurs que ceux-là même qu'ils ont copiés. Donc, il faut en apprendre de ces gens-là. Donc, l'environnement réglementaire au niveau de l'Afrique, c'est un peu complexe et souvent hétérogène. C'est complexe parce que c'est hétérogène. Chaque pays a sa réglementation et il n'y a pas une structure assez solide pour couvrir toute l'Afrique. Et qui va faire ça? C'est l'OMS sur le plan pharmaceutique et sur le plan réglementaire. OK? C'est l'OMS qui chapeaute tout ça. Donc, si tout ce que vous voulez faire comme activité pharmaceutique, oui, vous allez vous adresser à vos agences locales de médicaments ou de produits pharmaceutiques, mais à la tête de tout ça, c'est l'OMS qui chapeaute. Donc, il faut le savoir à l'avance. En plus de ça, il y a des organisations sous-régionales qui essayent de mettre en place des structures de réglementation. OK? Ça aussi, ça vient compliquer la chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis c'est bon, mais ça complique la chose. Parce qu'il y a toujours une zone, un temps de transition. Pendant ce temps de transition, tout le monde galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou peut-être vous avez deux soumissions à faire, ou même trois. OK? Si vous avez un produit à homologuer, vous êtes obligé d'homologuer le produit dans votre territoire national. Ensuite, vous allez homologuer dans l'espace où vous vous trouvez. Peut-être c'est sous-régional, ça peut être l'Afrique centrale, ou alors l'Afrique de l'Ouest, ou alors le Maghreb, si vous avez une communauté. Ensuite, vous devez homologuer le produit avec l'OMS. Vous voyez les étapes, hein? Vous voyez les contraintes. C'est énorme. Donc, moi, de mon point de vue, on doit simplifier tout ça. Et ça ne dépend pas d'une seule personne et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Donc, il faut simplifier cette structure-là, rendre ça moins compliqué pour les startups et puis ceux qui veulent mettre des produits sur le marché. Honnêtement.
Sinon, il n'y aura pas de développement assez rapide comme on le souhaite. Donc, cette complexité réglementaire vient nuire donc, au développement des startups, aussi au développement des nouveaux produits en général. Ensuite, il y a la protection et les innovations. Il n'y a rien qui garantit que votre innovation sera protégée. Aujourd'hui, en Afrique, combien ont eu un bureau ou alors une agence de la propriété intellectuelle et qui s'en occupe même? Donc, si vous en connaissez, mettez ça dans le chat, on va regarder. Donc, si vous innovez aujourd'hui, il faut que ce soit protégé parce que c'est ça, la valeur sur vos recherches. Donc, c'est ça qui va vous procurer demain de la valeur. Donc, c'est le résultat de votre innovation que vous allez vendre. OK? Donc, c'est ça qui crée la valeur. Donc, mais il va falloir le protéger. C'est pour ça que lors de COVID, la plupart des industries pharmaceutiques qui ont développé la formulation du vaccin ont refusé de divulguer, n'est-ce pas, les formules de la production de ces vaccins contre la COVID. Donc, ils ont, à cause de la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc, et puis les brevets aussi, il faut en faire. Donc, vous développez une idée, vous le brevetez, c'est à vous, il n'y a personne qui puisse copier jusqu'à ce que le brevet soit échu. Voilà comment ça marche. Donc ça aussi, ça manque terriblement dans nos pays et il va falloir être attentif à cela. Voilà, je disais que l'environnement même de la réglementation et l'environnement euh, au niveau des brevets et de la protection intellectuelle même limite ou freine plutôt l'innovation des idées, l'innovation au niveau pharmaceutique. Et ce qui va freiner donc l'accès au marché, tout simplement parce que les obstacles juridiques, évidemment, personne n'aime ça. Donc, ce sont des choses qui freinent énormément nos ambitions, la façon de développer nos produits et puis la façon de les mettre sur le marché. C'est important de le savoir et de s'y préparer. Okay? On ne peut pas l'éviter à tous les temps, à tous les coups, mais on peut s'y préparer et prendre des dispositions nécessaires pour ne pas que ça prenne trop de temps ou alors que nos projets soient bloqués à cause d'un papier ou alors d'une réglementation donnée. Et aussi, ça nous permet à nous, en tant qu'acteurs, de savoir comment y répondre, comment y contourner ces éléments de réglementation et de propriété et de brevet sur les innovations. Donc, voilà. Mais l'autre élément qui va rentrer en jeu, qui est aussi très important, c'est la formation, les compétences et l'accompagnement entrepreneurial. Je crois que dans la plupart des pays aujourd'hui en Afrique, l'accompagnement des entrepreneurs, ce n'est pas ça. Il faudra y mettre du sien, il faudra supporter les entrepreneurs plus souvent, surtout les jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup d'innovation, qui ont beaucoup d'idées. C'est-à-dire que la réussite ne se trouve pas nécessairement en dehors de nos pays ou de notre continent. La réussite se trouve aussi sur le continent africain. Et que ce soit les gouvernements, les associations, les groupes professionnels, etc., on doit pouvoir être capable de structurer ces affaires-là et de soutenir l'entrepreneuriat et de soutenir le développement des entreprises en Afrique. C'est très important, ça. Parce que c'est ça qui crée la richesse. Ce n'est pas le gouvernement qui crée la richesse. Le gouvernement ne crée pas la richesse. OK? Ce sont les acteurs, les entreprises, les travailleurs, la population, etc., qui créent la richesse. OK? Donc, il faudra, si on veut développer nos pays, donner tout le plein pouvoir à la population, aux acteurs économiques, aux travailleurs, aux entreprises, aux jeunes, de créer des entreprises, de les monter, de les développer, de les gérer. C'est ça qui va permettre un développement assez remarquable au niveau du continent. Donc, tout ce qui concerne les compétences en gestion, on en a besoin en pharmaceutique. On peut faire un live là-dessus. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo là-dessus qui est sur notre page web au niveau du Facebook, qui traite de tous les métiers possibles qu'on peut avoir dans le secteur pharmaceutique. Vous serez étonné.
On a tous les corps de métier, ok, du mécanicien jusqu'au laveur de vitres, etc. Tout ce monde-là, on en a besoin, en passant par les chimistes, les biochimistes, etc., etc. Donc, les ingénieurs, etc., on en a besoin. Ensuite, le marketing spécialisé, mais oui, il faut vendre son produit. S'il n'y a pas de marketing, comment vous voulez vendre vos produits? Comment vous voulez faire connaître le produit? La réglementation pharmaceutique, ça c'est indéniable. Avant de mettre le produit sur le marché, vous avez besoin d'une autorisation de mise en marché. Et ça, il faut courir après les agences de réglementation pour l'avoir. Ensuite, ça prend un accompagnement certain. Tout cela peut freiner, n'est-ce pas, un jeune qui veut s'initier à ce que nous appelons le développement pharmaceutique, en fait. Donc, pour être incubateur, ça peut être un frein quand on regarde tous ces éléments-là. Mais en fait, ce sont des choses normales hein, du secteur et que pris individuellement, je crois qu'on les élimine facilement. OK? Donc, c'est, ce n'est pas une fin en soi, mais simplement, moi, je suis en train de vous dire, hey, faites attention à ci, faites attention à cela, ayez de la connaissance avant de lancer tel projet, etc., etc. Donc, et avoir des collaborateurs stratégiques aussi en place. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui à ce niveau. Ben, si vous sentez le besoin d'aller plus en profondeur pour un sujet en particulier, laissez-moi savoir dans les commentaires au niveau de chacune des plateformes, essentiellement sur YouTube, sur Facebook ou alors sur TikTok. Et ça me ferait plaisir de développer ces concepts-là pour vous pour la prochaine fois, pour nos prochaines vidéos, pour nos prochaines lives du jeudi qualité. L'autre élément aussi qui va freiner nos ardeurs, ce sont les infrastructures et puis toute la logistique et accès au marché. Mais vous savez aussi bien que moi que les infrastructures en Afrique ne sont pas des meilleures. OK? Il y a une limitation au niveau de ces infrastructures-là. OK? Donc, les infrastructures sont, je dirais, juste insuffisantes. Les routes, à l'état déplorable dans certaines parties du continent. L'électricité, chaque pays se bat aujourd'hui pour avoir de l'électricité. On voit la chicane entre, je crois que c'est le Kenya hein, et l'Égypte de l'autre côté, parce qu'il y a un qui a fait un barrage, l'autre dit, ah non, tu me prives d'eau. Donc, c'est ça. Et, alors que les deux peuvent s'entendre et faire le barrage ensemble et partager l'énergie et partager les frais. Non, oui, Kenya dit, moi, je le fais seul parce que ma population a besoin de l'énergie. C'est ça aussi, on parle de la collaboration entre les États et puis la population et puis les entreprises. Il faut collaborer. Sur ces enjeux-là, nous devons collaborer, OK? Et non faire les choses au détriment des autres. Parce que, après tout, si l'autre a des problèmes, vous avez des problèmes aussi. Parce que nos pays sont, et la population de nos pays sont étroitement liées. Vous avez les mêmes populations qui sont réparties à travers plusieurs pays. Donc, après tout, il n'y a pas de différence en tant que tel. C'est le colon qui a dessiné des grillages tout autour de chaque communauté pour dire, OK, toi, tu es propriétaire de cette parcelle, l'autre est propriétaire de cette parcelle. On appelle ça des pays. Sinon, les populations sont éparpillées. Je sais que tout ça, vous le savez déjà. Donc, on doit le prendre en considération lorsqu'on développe un produit pharmaceutique. OK? Difficulté logistique, c'est sûr que s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'infrastructure, je ne vois pas comment vous voulez transporter vos produits. Si votre produit a besoin d'être réfrigéré, comme les vaccins, etc., si vous n'avez pas de route, que si vous n'avez pas de transport dédié, adapté, comment voulez-vous faire ça? Donc, tout ça, c'est lié à ces récents au marché, évidemment. Euh, on a vu au niveau de la réglementation que chaque pays a sa réglementation. Donc, chaque pays décide qu'est-ce qu'il met sur le marché ou pas. Donc, si en plus de cela, les gens ne connaissent pas vos produits, mais vous êtes limité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir lorsqu'on démarre une entreprise pharmaceutique en Afrique. Et dans nos vidéos précédentes, au niveau des défis de production pharmaceutique en Afrique, on avait parlé des infrastructures, justement. On a parlé que les efforts sont faits
pour créer une zone de libre-échange africaine. Donc, euh, ça, c'est un projet qui est de l'Union africaine qui est en place. Donc, ils sont en train de le concrétiser. Et ça viendrait aider la distribution et la vente des produits pharmaceutiques à travers tout le continent africain. Parce que si on a une zone de libre-échange intercontinental, c'est toujours bien sur le plan économique. Ça, n'importe qui dans le domaine économique va vous le dire. Donc, c'est toujours une bonne chose d'avoir une zone libre d'échange intercontinental. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les pays essayent de signer des contrats d'entente pour avoir la libre circulation des biens, des personnes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le domaine politique en parlant des associations ou des regroupements sous-régionaux en Afrique qui, dans leur test de base, ont dit, OK, nous sommes là pour la libre circulation des biens et des personnes, mais en réalité, ils sont là à faire autre chose que ce qu'ils ont mis dans leur test. En tout cas, c'est un autre débat. L'autre volet, c'est l'étude des cas de réussite innovants et puis euh, les innovations made in Africa. Bon, je ne vais pas citer des noms ici parce que je n'en ai pas encore trouvé, mais ça existe. Ça existe. En Afrique du Sud, il y a beaucoup d'efforts qui ont fait pour développer des startups, pour développer même des entreprises pharmaceutiques. Je vous retourne juste vers nos vidéos précédentes où on a parlé de toutes ces choses-là, surtout au niveau des infrastructures de développement pharmaceutique. Donc, je sais que je vous mettrai le lien lorsque la vidéo sera postée après sur nos plateformes. Vous aurez les liens de toutes les références à laquelle je me fais le plaisir de citer. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons juste parler de quelques exemples concrets de startups ayant réussi à transformer le paysage pharmaceutique africain avec l'appui des incubateurs ou alors les enseignements qui ont été tirés à travers leurs initiatives pionnières. Donc, ces exemples-là, je veux dire, au niveau des vaccins locaux innovants, il y a certaines startups qui ont créé des vaccins adaptés aux besoins locaux, renforçant la santé publique régionale. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Okay? Je l'ai dit tantôt, qui sont très avancés là-dedans. Il y a le Kenya aussi qui est très avancé là-dedans. Le Nigeria essaie de s'en sortir. Il y a l'Algérie qui est aussi avancé là-dedans et le Maroc. Voilà quelques pays qui s'en sortent avec des startups assez viables et qui mettent la parole en action pour pouvoir développer des produits pharmaceutiques qui ont de l'allure et qui mettent des produits sur le marché. Aujourd'hui, les pays maghrébins vont vendre leurs produits jusque dans la sous-région subsaharienne. Vous voyez, donc c'est déjà un bon élément, une bonne action en soi. Et aussi l'Afrique du Sud, qui est très avancée par rapport aux autres pays, va aussi inonder nos marchés avec ses produits. C'est appréciable, puisque nous-mêmes, au niveau de dans d'autres pays, on n'est pas encore arrivé à ce point, à ce stade, mais ça va arriver. Ensuite, il y a l'application mobile de santé. Évidemment, les applications mobiles de santé, des applications mobiles facilitent le suivi médical et l'accès aux soins dans les zones éloignées. Ici, je vais donner l'exemple du Rwanda qui a mis en place un système d'application mobile pour surveiller la délivrance, c'est-à-dire le transport des médicaments depuis la capitale vers les zones les plus éloignées. Ça, c'est une avancée technologique appréciable. OK? Donc, ça, il faut copier, il faut souligner ces exemples-là. Ce sont des choses que nous devons imiter. Après, il y a les plantes médicinales modernisées, évidemment. Tout le médicament de palu aujourd'hui, c'est tiré d'une plante Artemisia du continent. Donc, on peut le faire. Il y a d'autres plantes comme ça qui ont des vertus médicinales qu'on peut développer, qu'on peut améliorer, etc., etc. Donc, c'est à nous de faire les démarches et de créer ces startups-là pour pouvoir faire avancer le domaine pharmaceutique en Afrique.
Alors, il y en a qui vont poser la question, ben, en fait, c'est quoi le rôle des incubateurs dans le succès des jeunes en Afrique? Il y en a peut-être qu'on ne le voit pas. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. OK? En général, au risque de me répéter, les incubateurs vont fournir un soutien essentiel. Donc, par le biais de mentorat, d'accès à des réseaux et de ressources techniques, contribuant ainsi à la croissance rapide et à la pérennité donc des startups. Ils sont là juste pour accompagner, hein, parce que eux, les incubateurs, ils ont des réseaux donc de collaborateurs, ils ont des réseaux de financiers, ils ont un réseau euh, de, je dirais, d'investisseurs et ils ont un réseau donc des ressources technologiques aussi. Donc, si vous allez vers là, ils vont vous aider, ils vont vous coacher, ils vont vous accompagner pour que vous puissiez développer votre produit tout simplement. Donc, c'est essentiellement leur rôle. Ils n'ont rien à gagner là-dedans, sauf qu'eux, ils sont là, ils travaillent pour vous et voilà. Donc, si ça vous permet de se développer. Des fois même, vous n'avez rien à perdre et rien à payer non plus, puisque la plupart de ces incubateurs seront financés par d'autres organisations, ok, qui œuvrent dans le domaine ou alors qui supportent leur vision. Donc, c'est comme ça se passe. Tout ça, il y en a aussi sur le continent africain. Donc, il faut en profiter, il faut aller frapper à ces portes-là pour faire valoir ces idées et puis pour développer nos produits innovants. Là, nous allons parler donc des leçons à tirer d'initiatives pionnières. Donc, qu'est-ce que nous en savons concrètement pour des jeunes ou pour des startups qui ont réussi dans le domaine? Euh, la première des choses, c'est qu'il y a eu une approche euh, innovante qui est collaborative. Donc, les expériences de réussite montrent l'importance d'une approche collaborative. Okay? Ça, c'est important de souligner, d'une adaptation aux spécificités locales et d'une intégration des savoirs traditionnels pour minimiser l'impact des innovations pharmaceutiques. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit, il faut s'adapter au milieu, il faut connaître nos traditions, nos cultures, euh, et puis ça prend le travail de collaboration. Ce sont les trois ingrédients, euh, je dirais, principaux à retenir ici si on veut développer son initiative au niveau donc des produits pharmaceutiques. Ce qui nous amène à parler maintenant du prochain volet, donc des conseils pratiques pour innover dans le secteur. Euh, Ici, ce que je vais donner comme conseil, bon, ce n'est pas, c'est juste d'ordre général, hein, de ce que nous retrouvons souvent dans le milieu, c'est-à-dire les choses à faire de façon stratégique pour gagner son pari et adopter les bonnes pratiques finalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans un premier temps, ça nous prend une approche centrée sur les besoins locaux. C'est-à-dire que tu ne peux pas développer une entreprise pour rien. Une entreprise, je le répète, une entreprise répond, euh, une entreprise répond, donc une entreprise va répondre à un besoin spécifique. OK? C'est ça. Une entreprise va répondre à un besoin spécifique. Si vous développez une entreprise et que cela ne répond à rien, c'est que vous n'avez pas de vision, tout simplement. Donc, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a, ou une chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une vision et la vision doit porter. Donc, on doit pouvoir répondre ou solutionner un problème dans la société avec son entreprise. C'est à ça que ça sert. OK? C'est à ça que ça sert un projet d'entreprise. Donc, avoir euh, euh, une approche centrée sur les besoins locaux, ça veut dire avoir une idée, une solution pour la population.
OK? Ici, comme nous sommes dans le domaine pharmaceutique, il faut penser aux malades, il faut penser aux médecins, au personnel soignant, il faut penser aux infrastructures, tout ce qui entoure la couverture sanitaire, en fait. Donc, avoir l'idée là-dedans. De deux, il faut s'assurer qu'il y ait un partenariat avec le public, le privé, peu importe tout ce que vous faites. Donc, il faut aller chercher des partenaires. On a vu tantôt, ça prend des partenaires stratégiques. OK? Même les banques sont des partenaires aussi stratégiques parfois, parce que vous avez besoin de sous, n'est-ce pas, pour financer vos projets. Donc, il faut aller chercher ces partenaires-là. Il faut même optimiser vos partenariats avec certaines institutions. C'est important. Ensuite, ça prend une innovation inclusive et durable. Alors, c'est-à-dire de favoriser des innovations qui sont à la fois écologiques, évolutives et accessibles à tous, garantissant ainsi un impact positif à long terme. Parce que on ne peut pas développer une entreprise sans avoir une vision à long terme. OK? C'est impossible. Donc, euh, parce que votre entreprise s'arrêtera demain. Alors, c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc, il faut penser plus loin, plus haut et plus fort, comme la devise donc, des Jeux olympiques. C'est ça, et pour être meilleur à la fin. Donc, ce sont des choses très importantes à retenir et je vous encourage à méditer là-dessus. Il y a évidemment le côté sombre de la médaille, qui sont les pièges à éviter, les erreurs courantes et quelques recommandations qui vont avec. Il y a la préparation réglementaire insuffisante. Il ne faut pas ignorer la réglementation pharmaceutique. La réglementation pharmaceutique est l'une des plus, je dirais, strictes au monde. OK? À part la réglementation pharmaceutique, il y a la réglementation sur l'électronique, qui sont très strictes aussi. OK? Donc, pour le savoir, on ne dit pas de connaître les réglementations du monde entier par cœur, c'est pas ça qu'on dit. Mais si vous prenez un domaine bien précis, essayez d'avoir toute la réglementation qui est liée à votre domaine et de les connaître et de les mettre en pratique. Ça va vous sauver la vie et du temps. Ensuite, des investissements insuffisants, OK, en formation. Ne pas être formé ou avoir des connaissances limitées au niveau pharmaceutique peut être peut-être fatal pour vous. OK? Donc, il ne faut pas négliger la formation au niveau du monde pharmaceutique. Là, obligatoirement, dans les BPF, d'ailleurs, c'est dit que vous devez être formé, expérimenté pour tout cela et que vous devez vous former chaque année sur les bonnes pratiques de fabrication. Ce n'est pas pour rien que c'est dans la loi la loi des bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est important de s'en tenir et de suivre cette règle-là et d'accroître ses connaissances au moins minimum 1% tous les jours. C'est ce que j'ai tendance à dire. Ensuite, la méconnaissance des marchés locaux. Ne pas sous-estimer cela. Vous devez connaître le marché, comment le marché réagit. C'est quoi la culture du marché, c'est quoi la tradition du marché, etc., etc. Vous devez posséder, maîtriser, je dirais, tous les marchés locaux. Parce que tous les marchés ne sont pas les mêmes. Les marchés ont leurs spécificités. Donc, il incombe à vous, avec je dis financiers, avec vos équipes de marketing, des marcheurs, etc., d'aller questionner ces marchés-là, de voir c'est quoi les particularités, comment est-ce qu'on peut pénétrer sur ces marchés-là. Donc, les startups doivent éviter, OK, le manque de préparation au niveau de la réglementation, le sous-investissement dans leur formation et la méconnaissance des marchés locaux afin de garantir la vitalité de leur projet. Évidemment, si on veut travailler de façon collaborative, il faut avoir un réseau solide et collaboratif. Donc, un réseau ne tombe pas du ciel, il faut le créer, il faut le bâtir. Donc, le développement d'un réseau de partenariats, ok, de mentors, d'investisseurs et institutions vont te permettre de renforcer les capacités et d'accéder aux ressources et de favoriser enfin l'échange de bonnes pratiques indispensables à ta réussite. Ça, c'est important de le souligner. Euh, Ce qui nous amène tout doucement donc
à la conclusion de ce webinaire, de ce live de jeudi qualité que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. En fait, il est important de souligner et de retenir les 3 points essentiels que nous avons énumérés. Ce sont la croissance des incubateurs en Afrique. Je crois que nous sommes à un point où nous devons encourager cela. Il faut que ça soit stimulé. Ensuite, il y a l'opportunité, malgré les défis qui existent. Donc, nous avons plein d'opportunités en Afrique avec les plantes médicinales, avec nos ressources minérales, avec nos mélèzes, plein de choses qui sont les plantes médicinales, surtout elles seules, on ne peut pas finir avec ça. Donc, on peut être capable de développer tout ça et d'en faire des médicaments contre les maladies locales ou alors les maladies tropicales. C'est essentiel d'y penser. Ensuite, il y a la collaboration et la vision du futur. La plupart du temps, on dit souvent que les Africains n'ont pas de vision. Mais moi, je dis c'est faux. Nous avons des visions. Peut-être que ça ne coïncide pas avec la vision des autres pays ou des autres cultures, mais l'Africain a une vision et nous devons soutenir cette vision-là, la supporter, l'aménager, l'améliorer. OK? Donc, tout ça réuni fera de nous un start-up innovant, performant et qui réussit à tous les coups. Donc, l'innovation pharmaceutique, pour conclure, en Afrique, est en pleine expansion grâce à l'émergence d'incubateurs et de startups dynamiques, que ce soit en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, au Ghana, dans les Maghreb, nous voyons des jeunes qui se développent, ok, surtout au niveau pharmaceutique. C'est dans ce domaine que moi, je suis expert. Donc, c'est ce que je connais le mieux. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Malgré les défis mentionnés, les opportunités sont nombreuses en Afrique, justement. Donc, j'encourage tout le monde à soutenir ou à aller dans ce sens, à produire des projets, à initier, etc. Ça ne sert à rien de rester là à ne rien faire. Il ne faut pas rester les bras croisés. Donc, il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. OK? C'est aussi clair que ça. Donc, essayez, au moins développer l'idée. Après, on verra pour le financement. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Donc, les opportunités sont nombreuses pour transformer les besoins locaux en solutions innovantes porté par une collaboration efficace et une vision tournée vers l'avenir. C'est ça qui est important pour nous. OK? Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci pour avoir pris le temps de m'écouter et de partager ces moments avec moi. C'est sûr que moi, c'est toujours un plaisir d'animer le jeudi qualité étant donné que moi-même, je suis du domaine. Donc, euh, j'espère que vous avez retenu des éléments essentiels de notre discussion aujourd'hui. Donc, je vais regarder vite fait s'il y a des questions. Apparemment, non. Mais bon, de toute façon, j'ai épuisé mes heures. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'oubliez pas de le mettre dans nos commentaires lorsque la vidéo sera sur nos plateformes d'ici 3 jours, maximum 5. Euh, donc, il sera republié pour ceux qui veulent développer davantage ou faire ou prendre connaissance donc d'autres parties donc de la vidéo. Donc, ça sera en ligne très bientôt dans minimum 5 jours. Donc, ceci conclut notre formation aujourd'hui. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.